Bonjour à tous et bienvenue dans Le Pont des Communs, une émission créée par des progressistes qui veulent changer le monde tout simplement. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous unit tous, la bouffe. Comment se goinfrer en toute tranquillité. Mais surtout l'accès à l'alimentation saine et durable, qui respecte les corps qui la produisent et ceux qui la mangent. Et pour discuter de cela, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Anne-Claire Deras, créatrice d'un magasin alimentaire sain et durable, créatrice d'un magasin d'alimentation saine et durable, Croquet Local. Et évidemment, nous accueillerons aussi nos chroniqueuses et chroniqueurs de talent, avec Margot, qui va nous aborder la simple question de l'omniprésence des pesticides dans notre bouffe, et Claire, qui va nous parler de l'accessibilité à l'alimentation de qualité, ainsi que Nico, qui va nous parler des jeunes et de la graille. Voilà. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, Anne-Claire, ça veut dire quoi, Croquet Local ? Bonne question. Non, en vrai, si on parle vraiment du mot en tant que tel, je voulais vraiment avoir un nom évocateur et que tout le monde puisse comprendre en le lisant. Donc tout simplement, le mot local est représentatif pour tout le monde. En fait, dès que tu vois le mot, tu sais que tu rentres dans un magasin alimentaire avec le verbe croquer, tout simplement. Et le fait que ce soit le verbe qu'on a conjugué, je trouvais ça encore plus important parce qu'en fait, on implique encore plus le consommateur dans ses achats à la deuxième personne du pluriel. Donc je me suis dit, allez, croquer, c'est vous, parce que je les tutoie pas directement quand tu rentres au magasin. T'attends combien de temps ? Genre 3 pas, 4 pas, tu tutoies mais... Un clin d'œil. Sauf ceux qui mangent les fraises. Donc voilà, je voulais vraiment que ce soit... faut que ça parle à tout le monde. Et je me suis dit, si moi ça me parle, je pense que je peux être monsieur, madame, tout le monde. Donc, On n'imaginerait pas qu'il y ait toute cette réflexion derrière le nom d'un magasin. Ouais. Et si je peux le placer, je le cache pas, il ne vient pas entièrement de moi. Toute l'idée était là et j'ai ouvert en février 2020 et en janvier j'avais toujours pas de nom. Et j'étais suivie de loin, mais quand même pas mal avec Entreprendre Wafi, qui avait une filière en food Wapi. Et il y avait mon accompagnatrice, on va dire comme ça, celle que j'appelais quand j'étais en panique totale, qui à un moment donné elle m'a dit ça s'appelait comment en fait ton magasin? Ah ben tu vas m'aider, je sais pas, j'arrivais pas, et c'est vraiment elle qui m'a appelé un matin en disant j'ai une idée, dis-moi ce que t'en penses. Et avec plein de réflexions auparavant, on avait discuté de ce que je voulais vraiment, mais voilà. Donc si je peux placer, merci Alice. Dédicace Alice. C'est pas dédicace. Mais du coup, la transition est parfaite, je crois que j'avais anticipé la question. Pourquoi ce magasin? Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Alors là, je sais pas combien de temps. Non, je rigole. Mais de constat en constat, et en gros, je me suis consommée comme ça à l'époque avec ma mère, je vais plutôt dire, parce que j'ai plus vécu avec maman quand même. On consommait, on allait de temps en temps dans les fermes chercher le beurre, chercher du lait, chercher des légumes, malgré qu'on produisait pas mal aussi, on avait un grand potager. Et on consommait comme ça, et puis à un moment donné, je me suis rendu compte, même assez jeune, peut-être autour de 10-12 ans, on allait de plus en plus dans un magasin avec une enseigne orange, et je me suis dit, mais pourquoi en fait, j'ai posé la question à un moment, pourquoi on va plus? Parce que même moi dans mon assiette, je sentais que c'était pas bon, mais je me suis dit, allez, on n'y va plus, c'est bizarre, on va plus chez Mathieu, on va plus chez Colette, on va plus chez Arnaud. Et je lui ai demandé pourquoi, et voilà, elle m'a dit, écoute, avec le boulot, les enfants, on était quand même 6 à la maison, plus le temps. C'est la réponse de tout le monde, et c'est vrai, c'est la vérité. Donc elle dit, j'ai plus le temps d'aller chez chacun et c'est plus facile, et voilà. Donc j'avais dit, c'est quand même dommage qu'il n'y a pas d'endroit qui rassemble tous ces produits de tous ces producteurs en un seul espace. Et elle m'a dit, à ce moment-là, il n'y en avait pas. Enfin, je le signale, il y en avait peut-être quelques-uns, mais en tout cas pas à proximité. Nous, on habite Pipé. Tournai, ça commençait peut-être à se développer, mais là, j'avais pas encore fait l'étude de marché. Donc, il y en avait pas, et je lui ai dit, c'est la vérité. Je lui ai dit, pourquoi ça n'existe pas? Elle m'a dit, oh, Anne-Claire, tu m'énerves avec tes questions. T'as qu'à le faire. Ok. Merci maman. Et ça a été toujours un peu resté dans un coin de ma tête. Après, voilà, la vie a suivi son cours. J'arrive aux études, et là, aux études, c'est quoi? C'est le moment où tu fais tes courses toi-même, tu gères ton budget, et on allait avec les colocs faire nos courses dans les grandes surfaces. Et là, je me souviens, au fur et à mesure des années, j'étais de plus en plus dégoûtée en achetant. En fait, mes courses n'avançaient pas. Je regardais tous les produits. Ça, c'est quand même pas possible. Enfin, des pommes, c'est fait chez nous. Pourquoi ça vient de là-bas? Enfin, c'est fait, ça pousse chez nous. Pourquoi ça vient de là-bas? Pareil pour, du fromage et tout ça. Donc, l'idée a germé.
un peu plus en me disant allez go. Enfin, je pense que c'est peut-être le moment de le faire. Et donc voilà, c'est venu de tous ces constats et l'idée vient de là à la base, quoi. T'as évoqué justement tes études. Et donc, il me semble que tu as fait des études de sciences de gestion à Louvain-la-Neuve. Ouais, tu t'es bien renseigné. Plus tard. Évidemment, Facebook est une source d'informations assez miraculeuse. On l'oublie parfois. Mais quand on fait sciences de gestion, généralement, on a l'image de gens qui veulent de la thune, qui travaillent dans quelque chose pour avoir une belle carrière professionnelle, travailler sur des super multinationales, avoir une belle carrière, voyager. Ouais. Alors, pourquoi pas avoir fait ça ? Ah bah parce que j'ai fait ces études et tout ce que tu dis est vrai. Et moi j'étais pas à ma place dans ces études. Enfin, je l'ai trouvé par après, mais j'ai fait simplement ces études par pas facilité, mais j'avais les moyens de les faire. Et je savais pas du tout ce que j'allais faire. Et à 18 ans, j'avais cette idée-là. Mais à 18 ans, j'avais la maturité de me dire que j'avais pas la maturité de me lancer. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Fatalement, les profs, on est dans une école assez classique, assez traditionnelle. Elle peut faire tout ce qu'elle veut. Enfin, voilà. Donc, sciences de gestion est en fait des études qui peuvent ouvrir pas mal de portes, vraiment, en général. T'abordes vraiment pas mal de sujets. Il y a une petite différence avec les ingés, parce que nous, on pouvait prendre pas mal d'options. On avait quand même, on pouvait choisir vraiment pas mal de choses. Donc j'ai fait ça. C'est vrai que sur le papier, ça me tentait bien. Je me suis dit, on parle de maths, on parle d'économie, on peut aborder plein de sujets. J'ai oublié les 3/4 des cours, mais oui, ça me tentait bien. Donc, j'ai fait ces études et effectivement, les paroles que t'as dit tantôt sont vraies. Je me suis retrouvée là, je me dis mais qu'est-ce que je fais là? Donc le bachelier a été très compliqué. Les profs aussi ont ce devoir, je pense, de nous faire comprendre que après on doit aller travailler là. Et là je me suis dit mais en fait même en plus de ça me tente pas. Je me sentais pas capable non plus. Je me suis dit mais c'est pas mon dada, moi ça c'est pas. Alors jouer avec les chiffres, la gestion, oui, mais sans valeur derrière, sans valeur derrière. On a rencontré plein d'entreprises, on devait aller se vendre pour faire ses stages, pour faire, pour gratter une place pour la fin, quoi. Et j'étais là, je sentais que mon entretien, ça passait pas, parce que je fais, en fait, ne me prenez pas, j'ai pas envie. Je trouvais pas l'entreprise qui avait les valeurs qui me correspondaient. À un moment donné, il y en a 2-3 où je me suis dit, là, ça va déjà mieux. Au moins, il y a la valeur humaine derrière, ça me paraît déjà mieux. Donc, pourquoi pas? On construit. Enfin, vas-y. Mais du coup, t'as bossé avant de lancer ton magasin, ou t'as tout chousse indépendante? Ouais. Du coup, tout ça, cette réflexion, c'était en bachelier, qui était compliqué. Puis en bachelier, je me suis dit, ok, en fait, qu'est-ce que tu fais? Il y a encore un master, il y a encore 2 ans. De toute façon, tu vas le faire. Sinon, nous, le bachelier ne sert à rien en sciences de gestion ne représente pas grand-chose. Donc, fais ton master. Et là, j'ai regardé les masters. Et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu plein d'options. Quand je me suis dit, c'est bon, tu lances Croquet Local. En fait, là, quand tu cherchais tes valeurs, en fait, tes valeurs, c'est toi qui les as. Donc, tu vas lancer Croquet Local. Fais ton master et choisis toutes les options. Opportuniste du bazar. J'ai pris entrepreneuriat, j'ai pris market digital. Ça, j'aime encore bien. Et je me suis dit, au moins, t'as tout ce bagage-là. T'as ton diplôme. Donc, si ça capote, t'as quelque chose. Et t'as appris plein de choses, quand même. On va quand même pas c'était de bonnes études. Oui, mais il n'y avait pas que les études, il me semble, à Louvain, mais soit. C'est une bonne situation, ça, indépendant dans le secteur de la distribution alimentaire? Vous savez, dans la vie, je ne crois pas qu'il ait de bonnes ou mauvaises situations. C'est la référence. Et du coup en fait, le mot indépendant, ça dépend de comment tu le prends. Donc, dans le milieu, si je réponds vraiment à la question en entier, oui, selon moi, parce que si tu veux faire ton entreprise avec toutes ces valeurs, toutes ces idées que je voulais, me voyais mal me franchiser, être franchisé de quelqu'un, reprendre quelque chose avec tout un concept qui avait déjà. Si je voulais vraiment toute l'idée qui était la mienne, il y avait que l'indépendance qui était possible, de 1, et de 2, selon je dirais non pour les inconvénients de l'indépendant, mais c'est un choix et on l'est tous à la maison, donc je pense qu'en fait j'aurais pas su faire autrement non plus. On va dire qu'il y a un habitus social qui est déjà existant. Ouais. Mais donc en fait c'est oui et non. Du coup ça c'est intéressant. Est-ce que tu dis à la maison, du coup t'as une famille d'indépendants? Oui. C'est pas fait exprès, mais oui, tout le monde. Mon père et ma mère avaient un commerce à tourner. Ma mère en a lancé un autre à Bari, puis un autre à Lessines. Mon frère l'a rejoint maintenant dedans.
moi, je me suis lancée. Donc, mon père était toujours indépendant, son papa aussi. Mes grands-parents avaient une boulangerie. Juste moi dans la bouffe aussi, en fait. Et ça, dans les études, on a vu qu'il y avait quand même une petite part de génétique quand même. Pourtant, ça a été démontré que non. Et il y a ça a été démontré que non, ça a été démontré que oui. En fait, comme toutes les études, il n'y a pas de résultat final. C'est le vecteur de transmission, évidemment, quand on grandit. Voilà. Moi, si je prends mon petit exemple, j'ai été biberonné à la politique étant gosse. On parlait tout le temps politique à la maison. C'est plus facile de parler politique après. Quand c'est ton quotidien, j'imagine que quand à midi, tu parles de comptes et bilans et de projections d'entreprise, ça aide, quoi. Et puis même, je trouve que l'entrepreneuriat, c'est quand tu n'as pas d'exemple autour de toi, c'est quelque chose qui fait peur, c'est presque un peu mystifié. Enfin, tu vois, c'est compliqué. À l'école, on te parle du boulanger, du prof, du truc et tout, mais le métier d'entrepreneuriat, moi, spontanément, j'ai pas du tout d'exemple dans ma famille. J'aurais jamais osé me lancer, quoi. Et c'est quelque chose que je remarque, moi, dans les écoles que je suis, parce que du coup, je forme les jeunes à l'entrepreneuriat. Les jeunes, parfois, n'ont juste même pas l'idée de se lancer. Soit ils se disent, c'est pas pour moi, soit ils se disent, c'est possible. Tu vois, c'est dingue, quoi. Mais donc, en effet, c'est une facilité et c'est chouette, en fait. Mais ça permet tous les moments de stress qui sont toujours des moments de stress, mais ça permet au moins de. Là, tu sais qu'il y a une solution. Enfin, pas une solution, mais je dois appeler. En fait, t'appelles maman, je dois appeler qui pour ça? Je sais que toi, t'as pas la réponse, mais toi, tu sais qui il faut appeler à ce moment-là. Donc, ça, c'est vrai que. Ok. Voilà. Non, mais c'est comme quoi, c'est essentiel, hein. Comme quoi. L'entourage. Les gens autour. Et il y avait la facilité de rentrer dans les entreprises aussi familiales. Oui, mais ça. Bah non. Mais non. Tu voulais un truc à toi, si t'étais option facile, mais de nouveau, le milieu m'intéressait 10 fois moins, donc je voyais pas. T'avais besoin de ton truc. J'aurais fait une crise de la quarantaine, je crois. De la trentaine. T'aurais pas attendu 40 ans, à mon avis. Personnellement, mon bachelier, je posais pas les questions de valeur. Je faisais mes études. Voilà. Non, mais et du coup, en termes de valeur, éventuellement, ça lie à quelque chose qui est hyper important pour nous dans ce podcast, qui est, et on a un peu mis un petit bruit, une petite appellation autour de ça, c'est qu'on préfère le fond marin au bruit des vagues, parce que c'est un peu l'idée, c'est toujours revenir, à la racine, à la source, revenir au fond des choses. Et donc, on aime bien aussi un peu je le mot déconstruire un petit peu les mythes et les éléments qui ont une réputation bien tenace, alors que la réalité est souvent bien plus nuancée. Et du coup, j'ai envie de t'entendre un peu sur... en fait, il y a des stéréotypes autour de la thématique. Et on va commencer par le premier. Est-ce que manger local, ça coûte cher? J'adore cette question. En fait, j'ai envie de dire, si tu regardes que ton ticket de caisse et ton panier, t'as envie de dire oui. Mais moi, je dis toujours non, parce que déjà, de 1, le magasin... En fait... manger local peut coûter cher. J'ai envie de dire, là je vends mon truc, mais venir chez Croquet Local ne coûte pas si cher dans le sens où il y a pas mal de produits essentiels. Il y a plein de petits plaisirs qui coûtent un peu plus cher, mais on a que bien qu'on mérite. Mais en gros, le fait d'avoir tous nos fruits et légumes en vrac, notre comptoir en vrac, ça te permet si t'es tout seul, t'as besoin de 3 carottes. T'es pas obligé d'aller acheter le sac d'un kilo de carottes, en fait. Et donc, au kilo, en vrai, je pense que faut une fois que je retourne voir, mais en termes de prix au kilo, je pense qu'on est vraiment pas beaucoup plus cher qu'une grande surface. Je peux te dire que c'est oui, parce que nous on fait un peu les deux, j'avoue, on va tout le temps chez toi, il paraît. Oui, les prix sont plus ou moins... C'est kiff. En fait, le fait de travailler de saison, ça permet d'avoir des prix abordables. En fait, oui, la courgette au mois de mars, là, elle va peut-être te coûter 7 € le kilo, et au magasin d'à côté sur la chaussée, là, elles sont peut-être toujours 3 € le kilo. Mais si tu la prends ici, on commence à avoir les premières, elles viennent de passer à 3, et c'est bon, enfin, c'est ok, en fait, c'est le même prix. T'as une courgette bio, donc, dans ton assiette, ça fait la différence. Donc ça, à ce niveau-là, en termes de prix, on doit faire un comparatif avec des collègues. On a dit une fois, on s'attelle à ça et on le balance. Donc pour ça, je trouve que ça coûte pas cher parce que du coup, t'achètes que tes 3 carottes et pas ton kilo. Pareil pour ton jambon, des trucs comme ça. Alors le jambon, ça paraît toujours impressionnant parce que si tu prends 10 tranches, ça revient quand même à un gros volume, donc ça pèse son poids. Mais si tu prends de nouveau les 3 belles tranches, parce que t'as 3 mômes, tu dois faire 6 sandwichs, t'as fait les 6 sandwichs. T'en as eu pour 4,50. Pour tes 3 tranches de jambon, on est à 28 € le kilo. Tu regardes les petits paquets verts et roses dans un autre magasin. J'ai été voir tout à l'heure pour être sûre de ce que je disais. Et en fait, t'as plein de catégories de prix. T'as le nature.
tous les jambons, entre guillemets, peuvent être nature. Puis t'as celui sans nitrite. Sans nitrite, oui, ok, mais je te crois pas parce qu'il est tout le temps tout aussi rose, donc c'est pas possible. Et dans le nôtre, par exemple, il y en a, parce que sinon c'est pas vendu. J'en ai eu du sans nitrite à 100%, on le vendait beaucoup moins, donc ça je le cache pas, il y en a quand même un petit peu dedans, mais beaucoup moins. En tout cas, il n'y a pas tous les autres conservateurs. Parce que ça, c'est juste pour préciser un élément, c'est vrai qu'on l'oublie souvent, même si ça se dit de plus en plus. Un jambon, ce n'est pas rose. Voilà. Vous avez déjà cuit du porc chez vous, une côtelette, elle est grise. Voilà. Et c'est le même animal, donc in fine, ça reste, voilà. Le nitrite permet d'avoir un petit truc rose tout mignon. Et ça, ça on doit, ça je peux en revenir après, on doit s'adapter à la demande quand même, et à un moment donné, on l'a essayé le non nitrité, on le vendait beaucoup moins. Et donc voilà, tu passes à celui sans nitrite naturel, tu passes à 48 le kilo. Alors que c'est le même que nous on a dans le comptoir, quoi. Donc il y a toutes des choses comme ça demande une analyse. J'ai l'exemple d'une cliente qui m'avait dit, moi j'ai analysé ça, je prends chez toi. Et donc voilà, pour moi ça coûte pas plus cher. Et il y a un deuxième argument, c'est qu'à un moment donné, où tu mets ton argent, est-ce que tu le mets dans ta santé ou pas? Mais ça, moi je suis convaincue à 300% pour ça, donc je suis pas là. Et puis même, après, je suppose qu'on n'a pas assez de recul, qu'il n'y a pas d'études qui vont attester ce que je veux dire, mais est-ce que, in fine, le fait de vraiment bien s'alimenter, est-ce que tu vas pas, sur du long terme, épargner bêtement en rendez-vous chez le médecin, en frais de santé? Il y a des études, Moi je vais te le dire après, j'ai une chronique. Donc on va pas spoiler, on va spoiler. Et donc tu vas peut-être au total de ta vie économiser, quoi. Bien sûr. Dans un bien-être, je pense qu'il y a un élément aussi que tu as évoqué, et j'en profite pour ajouter un peu, mais c'est l'aspect, ce que nous on l'a expérimenté aussi de nos courses au quotidien, c'est en fait t'achètes moins, tu gaspilles moins, tu réfléchis en fait. Et aussi d'acheter de saison, parce que tu fais cette démarche de réfléchir à ce que tu vas cuisiner, à ce que tu vas faire. En plus c'est cool, ça t'apprend un peu à... Bon, moi j'aime bien cuisiner, donc ça m'éclate d'avoir des contraintes. J'avais compris que c'était toi, pas Claire qui aimait bien cuisiner. Moi je fais des super pâtes carbo. Voilà, c'est ça. Voilà. Disons que Claire c'est la rigueur et la précision, moi c'est un peu le déconnage et les nouveaux trucs qui marchent pas à tous les coups. Ça marche quand même souvent. Mais du coup j'ai envie d'essayer d'aller un peu plus loin. Tu l'as un peu évoqué, tu as parlé des courgettes bio quoi, mais du coup il y a souvent cette question: est-ce qu'il faut manger bio, pas bio, ou local, pas local? Qu'est-ce qu'on fait finalement? Est-ce qu'il faut plutôt local? Est-ce qu'il faut plutôt bio? Parce que souvent le bio, ça vient pas toujours de chez nous. Mais parfois le local, quand tu vois les containers de pesticides qui foutent dessus, t'es pas serein non plus, quoi. Et donc voilà, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Moi je pense qu'il faut s'informer beaucoup. Auprès, justement, quand tu vas dans un magasin comme le mien, il y en a d'autres, donc comme le mien, on est là pour discuter aussi, en fait, beaucoup. Toutes les infos que nous, on a par rapport à ça, on est hyper transparent, donc il vaut mieux demander. Par exemple, à la toute base, moi, j'ai été que local, parce que mais moi, j'étais pas assez informée. Pour moi, le bio venait d'office ailleurs. Ce côté bio, ce logo qu'on foutait partout, venait d'ailleurs. Tu vois, dans cette grande surface, ce raisin venait d'Afrique du Sud. C'est des produits comme ça dont je parlais tantôt. Enfin, ça m'écœurait. Donc, à la base, j'étais pas team bio. Mais en fait, quand après, j'ai fait mes recherches pour avoir mes producteurs, mes maraîchers, et je me suis rendu compte, ils sont tous en bio, en fait. Mais un maraîcher bio chez nous, c'est bio garanti à 3000%. Enfin, donc, en fait, si, là, à ce moment-là, dans un magasin comme ça, les gens maintenant connaissent le nom des producteurs. Ils savent que Flo Maraîchage est bio, que My Beautiful Berries c'est Éplechin. Donc en fait, j'ai mon local, j'ai mon bio en même temps. Donc ça, oui, on doit l'indiquer sur nos étiquettes. Donc ça, y a pas de souci. Après, moi je dis, c'est chacun là ses valeurs. J'ai des clients qui ne veulent que du bio, et que je leur dis oui, mais non, mais ça vient pas de là, mais ça vient de Caen. Ouais, mais c'est pas bio. Bah non, donc en fait ça dépend de chacun. Et nous là il y a des choses que moi je veux pas. C'est pas bio parce qu'ils ont pas le label. Voilà. En fait c'est une question de label. Des producteurs qui ne passeront pas en bio pour. Juste pour les contraintes administratives. Il y a quelque chose là derrière qui m'exaspère. Mais qui dans les faits travaillent déjà de façon. Mais oui. Ou pas. En fait. Même le temps d'avoir le label. Oui, c'est 4-5 ans, je crois. Ouais, ça dépend quoi, quel produit en fait, des terres et tout ça. La viande en bio, c'est compliqué ça, par exemple, parce que tes terres doivent être certifiées depuis au moins 2 ans. Et puis après ton bétail, et puis après l'alimentation. Et j'ai vu pendant les recherches que justement, du coup, en Belgique, pour tout ce qui est viande, il y a l'offre en bio et donc en producteur, etc., a baissé récemment. Ouais. Mais du coup, je vais en profiter juste pour enchaîner sur la question suivante parce que l'heure tourne. Et du coup, j'avais justement une question autour de cette question des agriculteurs et un peu voilà sur le fait qu'on reproche souvent aux agriculteurs, parfois même juste d'être des producteurs de l'agro-industrie, d'être je suis un céréalier, je les mets sur les marchés et puis ça part à l'autre bout du monde et je m'en fous, avec une logique de marché boursier pour envoyer des patates à l'autre bout du monde, quoi. C'est un peu ça avec aujourd'hui les patates d'une marque Le Zoise très connue qui viennent saturer les marchés, par exemple en Amérique du Sud, qui est un peu la région d'origine de la patate et où les patatiers du coin n'arrivent plus à
s'en sortir. Mais voilà, ça c'est un peu le mythe qui tourne un peu autour de ça, mais pourtant tes produits viennent pas de nulle part, tu l'as évoqué. Ils sont locaux, en grande partie en tout cas. Alors finalement, et c'est un peu du coup pour poursuivre le débat qu'on avait entamé, mais de quoi ont besoin nos producteurs pour simplement nourrir leurs voisins? Finalement, qu'est-ce qui ferait que toi qui les côtoies quand même régulièrement, qui a un échange, de ta perspective, tu dis ok, ils auraient besoin de ça pour pouvoir, en fait, peut-être pas envoyer leurs patates à l'autre bout du monde, mais juste la vendre au voisinage du coin, quoi. Ah ouais, donc toi tu parles vraiment de ces... Parce qu'en fait, là moi j'avais distingué les gens dont tu parles comme ça, les agriculteurs. Moi je travaille pas avec eux et je respecte leur boulot à 300%, mais là on n'est pas dans le même... moi c'est des plus petites productions, et là à ce moment-là je savais pas s'il y avait un terme pour distinguer, à mon avis, comme un intermarché, un supermarché, enfin tu vois, quand il y a une surface ou quoi de production. En fait ma question c'est vraiment sur l'aspect, il y a de fait des agriculteurs qui sont dans une logique industrielle et qui est vraiment c'est massif, etc. Mais qu'est-ce qui fait que, parce que le corps du milieu paysan, je veux dire encore aujourd'hui, il y a encore énormément qui sont dans l'entre-deux, qui ont un pas dans... parce que ça reste quand même des modèles familiales, ça reste énormément de... C'est le papa, c'est la maman, c'est l'enfant, voilà, et tout le monde est autour de la ferme, ça reste quand même un modèle assez rural, ancré. Enfin, moi je vois mon voisin, il a repris la ferme de son père, ça reste dans une logique. Mais du coup, comment on fait pour... moi, par exemple, je vois bien, il y a des champs de patates en face de chez moi, mais je sais pas du tout comment je vais faire pour manger cette patate. Alors oui, je pourrais pousser la porte de la ferme, je dis pas, mais du coup, comment est-ce que, de ta perspective, tu vois une manière de pouvoir relier plus facilement? Qu'est-ce qui ferait que cet agriculteur-là pourrait peut-être plus facilement venir vendre ses patates chez toi? Pour moi, il doit changer de boulot, malgré que ça reste le même boulot, mais donc changer. Devenir, mettre plus de variétés, de produits différents, et devenir maraîcher. Si tu parles vraiment de culture, pour moi, c'est ça. Et je les comprends, ceux qui mettent des grandes surfaces, des grands hectares et tout ça de pommes de terre. On va rester sur la pomme de terre. Voilà, eux, à un moment donné, c'est leur gagne-pain. C'est ça qu'ils ont à la fin du mois sur leur compte. Et donc, s'ils veulent nourrir leurs voisins, comme tu disais, pour reprendre l'expression, pour moi, ils doivent changer ce métier. C'est vraiment littéralement changer de métier, et c'est changer de machine, et c'est changer de ferme. Tu vois? Et donc, de mon avis, je leur impose pas, mais c'est... Non, mais c'est intéressant parce que toi, tu fais partie de la chaîne logistique, et donc tu vois aussi comment on se lien avec les gens, etc. Mais du coup, il y aura vraiment un vrai enjeu de basculement, de changement de pratique, et de changement de modèle, en fait, nécessaire. Ouais. Et ça tombe parfaitement parce qu'on va parler de modèle agricole, justement. Avec Margot qui a des choses à nous raconter sur notre modèle. Alors, sur le modèle, mais surtout, attention, parce qu'aujourd'hui, je vais dire un gros mot. Pesticides. Oui, je sais. Bon, alors non, pas de vulgarité. Il s'agit ici d'un gros mot au sens propre, car il renferme énormément d'effets et de défis. Dans la bouche d'une certaine ministre, il devient même un désaveu des enjeux auxquels nous sommes et serons confrontés, agriculteurs et agricultrices compris. Pour rappel, les pesticides sont un ensemble de substances destinées à lutter contre les organismes nuisibles. Il peut s'agir de produits de synthèse ou d'origine naturelle, mais quoi qu'il arrive, ils sont à manipuler avec précaution, étant donné les risques sanitaires et écologiques que certains peuvent entraîner. Réduction des pollinisateurs, intoxication de multiples espèces animales, déséquilibre des chaînes alimentaires, pollution de l'eau, dégradation des sols, l'utilisation massive de pesticides est, comme vous l'avez compris, incompatible avec une gestion pérenne de l'environnement. Un bâton dans les roues de notre avenir, avec une pensée particulière pour celles et ceux dont le travail, le mode de vie, dépendent directement des sols, de l'eau, de la biodiversité et des conséquences du réchauffement climatique. Mais ce gros mot cache d'autres effets. Ainsi, dans une carte blanche adressée à Madame la ministre Dalck, la Société scientifique de médecine générale rappelle que nous sommes toutes et tous contaminés par les pesticides. La Belgique, qui selon l'Agence européenne de l'environnement est l'un des plus gros acheteurs de pesticides, a d'ailleurs tendance à accorder des dérogations pour l'utilisation de produits pourtant reconnus comme très nocifs. Sous le ministre Clarinval, l'État belge a même été mis en examen pour ces raisons. Irritation, problèmes respiratoires, troubles neurologiques. En 2023, 80% des substances reconnues comme dangereuses étaient toujours autorisées dans notre pays. Pire encore, oui c'est possible, fin 2022, un quart des autorisations étaient attribuées à des produits classés cancérigènes et ou toxiques pour la reproduction. D'après Pan Europe, qui se repose sur la compilation de données effectuées entre 2011 et 2019 par 30 agences européennes, environ un tiers des fruits et légumes produits sur notre territoire sont contaminés par certains des pires pesticides. Alors bien sûr, personne n'est épargné. Selon l'UNICEF,
Un enfant belge sur 12 est exposé à des taux élevés de pollution aux pesticides. Et l'OCDE confirme l'impact pernicieux sur leur santé. Et parmi les personnes les plus à risque, nous retrouvons aussi les travailleurs et les travailleuses agricoles. Et toute la perversité de la situation est là. Celles et ceux que l'on blâme, que l'on caricature, semblent être coincés, consciemment ou non, dans une problématique qui est loin d'être binaire. Pour chacun d'entre nous, mais surtout pour ces personnes de première ligne, les défis sont sanitaires, environnementaux, sociaux et économiques. Ce n'est pas eux contre nous, c'est tout un modèle qui est à refondre. Alors lorsque la ministre de l'Agriculture présente son grand plan anti-pesticides, qui résultera en un dossier de bonnes pratiques pour les agriculteurs, notamment construit avec les boîtes qui commercialisent ces polluants, quand elle ajoute que malgré tout, le pesticide ça reste un outil, moi ce que j'entends en fait, c'est qu'elle a pas pris toute la mesure des multiples défis et dangers énoncés plus tôt. Moi ce que j'entends c'est qu'au fond, y a rien qui va changer. Les lobbies et politiques frileuses ne placent pas un bras protecteur autour des épaules des travailleurs et travailleuses agricoles. Non. Ils les maintiennent fermement dans un système peu viable pour eux et néfaste pour notre santé, notre vie, notre avenir à tous. La recette reste la même, le résultat aussi. Des agriculteurs stigmatisés, travaillant dans un système qui, non content de nuire à l'environnement avec lequel ils travaillent et à leur santé, les oppose à un monde en perpétuelle évolution. Alors changeons les places durant les débats. Il est temps d'ouvrir les yeux, d'arrêter de s'opposer les uns aux autres. Créons plutôt une armée de David, de tout horizon, pour faire avancer un Goliath qui a tellement bouffé de pesticides qu'il est plus capable de bouger. Merci Margot. Est-ce que tu es un David? Okay. Je nuance toujours. Non, mais c'est entièrement vrai ça là-dessus. C'est ça que je disais aussi avec le bio ou pas bio. Je suis devenue de plus en plus bio pour ça. Là, j'ai de plus en plus un rapport à l'alimentation, vraiment au côté sain et plein de projets de m'allier avec des nutris, des diètes et tout ça pour vraiment, en fait, là c'est un constat que le monde va pas bien physiquement non plus et c'est pas en continuant avec des choses comme ça en fait, tu vas dire carrément un David, mais voilà. Faudra qu'on remette le contexte, mais carrément parce qu'en fait c'est par notre consommation qu'on va influencer tout ça. Il y a rien à faire. Le nerf de la guerre, c'est quoi? C'est l'argent. Et en créant l'opportunité, comme tu l'as fait, aux gens de mettre leur argent là où c'est vraiment nécessaire et dans la promotion d'un système qui est beaucoup plus sain que le gros système du méga agriculteur, de la surproduction et de la consommation pour ce qu'elle est. Et nous, on va faire vivre les agriculteurs aussi, en fait, s'ils changent ce côté. Ça envoie un message fort, c'est que au plus on sera à consommer comme ça, au plus ils vont devoir s'adapter parce que le nerf de la guerre, ça reste l'argent, quoi. Ouais. Oui, parce qu'on oublie assez de le préciser, mais être agriculteur aujourd'hui, c'est un chemin de croix. Hein. Oui, tu vois le salaire qu'il y a derrière, un salaire, c'est l'exploitation. C'est pour ça que quand je dis, je les comprends quand ils disent qu'ils partent vers le gros, parce que à un moment donné, si chacun est différent, chaque caractère est différent, c'est mes parents sont fait comme ça, je vois que c'est ça qui rapportait de l'argent. Mais ils n'ont pas toujours le choix, il y a des questions d'emprunt bancaire, il y a des questions, moi ça me terrifie toujours de voir à quel point des agriculteurs peuvent être des grands propriétaires terriens. Vraiment, sur le papier, ces gens sont millionnaires, mais ils savent pas se dégager 500 € par mois, quoi. Ah non, mais de toute façon, les terres, c'est un autre sujet, je pense. Oui, c'est l'accès aux terres, c'est encore un autre sujet. Ouais. Mais parce que des fois, on en a qui ont beaucoup de terres, mais qui, même en les exploitant, au vu des prix de marché, il suffit t'as mis des patates une année, il y a trop de patates sur le marché parce que pour X, Y facteur. Il y a une mildiou pour faire plus personne n'a de rentabilité. Enfin, et puis même, j'ai vu dans les recherches que finalement, même les banques sont beaucoup plus frileuses à l'idée de faire des prêts à des personnes qui sont dans le bio. Ouais. Et donc, c'est aussi un gros frein pour les agriculteurs, pour les maraîchers, pour les personnes qui se lancent dans ce type de business. Parce que clairement, les banques prêtent moins facilement d'argent à ces personnes-là. Parce que c'est des modèles, c'est un modèle moins connu, moins exploré. Et on revient avec la question des modèles de gestion, finalement. Quel modèle économique on a, quel modèle on développe. Et est-ce que notre modèle économique est adapté aujourd'hui à un modèle de consommation saine et durable? En Belgique? De manière globale. Je peux te le dire autrement, parce que le système néolibéral capitaliste est adapté à notre... Mais bon, je voulais la faire plus sympa. Là, de nouveau, je pense que ça dépend de beaucoup de choses, dans le sens où moi, je vais rentrer dans plein de catégories à un moment donné. Je vais rentrer dans celle qui va faire vivre tous ces gens et tout ça, mais d'un autre côté, je reste une chef d'entreprise. Donc, en fait, je vais payer les mêmes quotis que mon voisin, au final. Donc, moi, je pense qu'on peut le garder
En le déchouant un petit peu comme ça, tu vois. Je sais pas, bon, c'est mes idées utopistes, hein, mais je me dis à un moment donné, moi je pense qu'il faut garder ce qu'il y a là et ce qu'ils pensent que là-bas au-dessus, quand ils pensent que ça fonctionne, en mode tout le monde est cochon, enfin tout le monde est des moutons sautent dans le panier, et nous on a qu'à sauter dedans tout en... Ouais, je pars dans mes idées là. On a de l'image. Ouais, voilà, tu vois, tout en s'alliant tous ensemble derrière, et en fait à un moment donné, le but ce serait peut-être de revenir. Bon là c'est très 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 utopique, je sais que c'est pas possible, mais voilà, il y a plus que la Belgique ne consomme que ce que la Belgique produit. Ouais, mais c'est pas mal ça, finalement, c'est jouer le jeu jusqu'à assez bien connaître les règles pour pouvoir les déjouer. Mais ça, le premier argument, quand on dit ça, c'est vraiment un truc qui est bien ancré aussi. Ne manger que ce que la Belgique produit. On n'est pas trop nombreux en Belgique ? On produit pas assez de bonnes choses. Oui, c'est ça, mais donc on pourrait... Ouais, ça j'ai pas fait les calculs. Il me semble de mémoire, mais je vais pas m'engager là-dedans, j'ai plus le chiffre. Il me semble qu'on serait en capacité. À l'échelle du Tournésie, déjà, c'est possible. La ceinture alimentaire, c'est vrai que c'est possible. Avec les agriculteurs tunisiens, évidemment, il y a la question de nourrir les réduction de Tournésiens. consommation de viande, parce qu'on a parlé de jambon tantôt, mais à un moment donné, il y a aussi une réalité, il faut en consommer moins. Mieux et moins. Mieux, c'est moins. Ouais, voilà, c'est ça, tout à fait. Mieux, c'est meilleur et moins. Et donc voilà, donc il y a vraiment un enjeu là-dessus. Et donc, sans transition, à 8 ans, t'étais plutôt chanteuse ou pompier plus tard? En vrai, chanteuse. Mais à 16 pompiers, tu vois, donc je sais pas trop. Et à 18, elle voulait lancer son magasin à l'heure où tout le monde voulait faire garde d'œil. Elle avait déjà son business plan. Mais j'ai fait en même temps, hein. Je sais, ça arrive, t'inquiète. Alors, autre question, c'est quoi ton food crush? Genre le truc, tu pourras en manger, mais genre à l'infini. Ah ben, tu veux le truc le plus... c'est le contraire de ce qu'on se dit. Oh non, ça, pizza. Ah ouais. Mais pizza locale. Ah oui, ça on peut. Hein. Voilà, il y a tout pour faire une pizza locale. Donc ah oui, mais sans ananas, du coup, c'est pas local. Voilà. C'est marrant parce que j'avais mis à un moment donné le mot ananas et je l'ai pas placé. Parce que quand j'étais pas à la place dans mes études, j'étais comme une ananas sur une pizza. Ouais, moi je trouve que c'est très bon les ananas sur les pizzas. Bon, je savais qu'il donne. 1 sur 4 qui aime bien. Voilà. 1 sur 4 1 sur 4. Moi j'aime bien encore, j'avoue. Voilà. Ouais. Mais je préfère les champis. Champion ananas, on va passer. Et du coup, du même genre, ce que tu détestes, la pizza ananas n'est pas dans la liste possible. McDo. McDo? Ouais. Et pourquoi? Aucun fast-food en fait. Mais aucun? vraiment. Genre pourquoi? Pour le modèle économique ou parce que c'est mauvais? Je pense que de base, il y a mon estomac qui se retourne si je rentre dedans. Et de deux, pour en avoir quand même déjà mangé. J'ai au moins mangé une fois un de chaque. Et j'ai jamais bien digéré. Rien. Ça m'est vraiment resté dessus et j'ai jamais su vomir. Alors que quand non, c'est pas... Ouais, voilà. Et donc juste ça, c'est pas normal. Tu manges trop de pizza, tu vomis. Hein, tu vois. Ah, c'est vrai. Mais du coup, dans ce contexte, tu vas refaire tes études à Louvain-la-Neuve. Mais tu peux pas aller à la Tournésienne. Tu vas où? Oh, il y a plein de nouveaux caps maintenant, non? Je sais pas. Je sais pas du tout. Non, je vais quand même au... Oh, comment il s'appelle lui? Notre cercle. Le Cézec. Bravo. Le Cézec. Je vais Cézec, avec tous ceux qui pensent comme moi, quoi. Ouais, mais c'est important. On ne peut pas s'en remettre en question, c'est dangereux. Et du coup, sans transition, Claire. Ah, il y a vraiment une transition dans ce podcast. Il y a vraiment zéro transition dans ce podcast. Zéro transition. C'est là l'importance, tu vois, ça permet de garder l'attention. Non, mais Claire, on a parlé beaucoup de bouffe, et on peut le dire, la bouffe. C'est ma vie. Ça te parle? Oui, parce que toutes les personnes qui me connaissent savent que ma conduite alimentaire se résume en une phrase. Le gras, c'est la vie. Voilà. De quoi vous prouver en moins d'une minute que je ne suis pas nutritionniste. Mais de toute façon, ce n'est pas vraiment le sujet de cette chronique. Non, aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de la nécessité de mettre fin aux inégalités sociales. Et pour ceux qui se diraient, quoi, encore? Bah oui, parce que tout est lié. Si bien que ces inégalités sociales, elles se répercutent jusque dans nos assiettes. Alors, histoire de parler à tout le monde, et de toucher un maximum de personnes, j'ai décidé d'aborder le sujet sous 2 angles. L'aspect humain d'abord, l'aspect économique ensuite, puisque certains ne parlent qu'en ces termes. Alors, mes recherches, elles commencent par un article de Martin Biernaud, qui est chargé de projet au service promotion de la santé de Solidaris. Et dans un article publié en 2020, il y décrit les facteurs déterminant l'accès à une alimentation de
qualité. Ces facteurs, ils sont au nombre de 4 et c'est important de les citer. Donc petit 1, l'accessibilité financière et matérielle. On parle évidemment du revenu. Sachez d'ailleurs qu'en 2023, une personne sur 5 à Bruxelles et en Wallonie craignait de manquer de nourriture. Alors dans ce contexte, il n'est évidemment pas difficile de comprendre que l'on opte pour le moins cher. Et souvent, malheureusement, ça se traduit par des produits ultra transformés chez nos concurrents, pas concurrents en fait. Donc l'auteur poursuit ensuite avec 3 autres points. L'accessibilité pratique et donc la disponibilité de l'offre, l'accessibilité à une information de qualité non contradictoire, qu'on oublie souvent d'ailleurs, mais aussi l'accessibilité sociale et culturelle. Et je m'arrête un instant sur ce point. Alors, comme vous le savez, dans toutes les sociétés, on a toujours des gens qui suivent les normes et des gens qui les remettent en question. C'est tout à fait normal, c'est même très très sain. Et il en va de même pour l'alimentation. L'Institut national de recherche agronomique, l'INRA, a d'ailleurs démontré que dans ce cas précis, donc celui de l'alimentation, ce sont les populations modestes qui adoptent une posture critique. Donc ne pas suivre les règles et dicter en matière d'alimentation serait pour elles une forme de liberté, un refus de contraintes supplémentaires, mais aussi une manière de participer à une société qui souvent les exclut. On pourrait donc voir ceci comme un acte de résistance qui, malheureusement, ne leur est pas bénéfique. Alors pourquoi c'est important d'en parler ? D'abord parce que dans une société réellement solidaire, la santé des plus précaires ne devrait pas nous laisser indifférents. Mais aussi parce que, malheureusement, nous vivons dans une société inégalitaire. Société qui induit une précarisation d'une part de la population. Or, cette population précaire, on l'a dit, a moins accès à une alimentation de qualité et donc elle est plus sujette à des problèmes de santé. L'obésité en est un, mais elle est loin d'être la seule puisque l'on parle également de cancer, de maladies cardiovasculaires, de diabète ou encore d'hypertension. Si maintenant on aborde la question sous l'angle économique, je peux vous dire ceci. Richard Wilkinson, dans un ouvrage intitulé « Pourquoi l'égalité est meilleure pour tous ?», nous apprend que les sociétés les plus inégalitaires sont celles qui présentent le plus haut taux d'obésité. En Belgique, d'après les chiffres de Sciences & Nous, 49,3% de la population adulte était en surpoids en 2018. On comptait également environ 16% d'obèses. Et le pire, en fait, il est à venir, parce que d'après l'OMS, une personne sur 5, donc 20% de la population, ce qui est quand même énorme, pourrait le devenir d'ici 2030. Et cette obésité, elle coûte cher à notre société, puisque, on l'a dit, elle entraîne de nombreuses maladies. Et pour que l'on se rende compte, en Belgique, cela représentait une enveloppe de 3,3 milliards d'euros. J'ai bugué un peu parce que je pensais que c'était millions. Bref, 3,3 milliards d'euros. Alors je m'emballe peut-être, mais si l'obésité résulte en partie de la précarité, peut-être faudrait-il lutter contre celle-ci au lieu de l'encourager. Alors bien sûr, l'alimentation n'est pas la seule cause à l'obésité. On peut également citer le manque d'activité physique, la sédentarité ou encore certains facteurs médicaux. Néanmoins, l'accès à une alimentation de qualité pour tous reste un axe de travail important. Cela passe par la réduction des inégalités, je l'ai dit, mais aussi par un travail législatif permettant de limiter la commercialisation, la promotion et la glamorisation des produits ultra transformés qui, in fine, nous empoisonnent. Alors en conclusion, je voudrais dire ceci. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont le réflexe de dire que l'alimentation, c'est une question de choix et de responsabilité. On blâme souvent celles et ceux qui mangent mal. En vérité, cette vision, elle est biaisée. Parce qu'au contraire de celles et ceux qui n'ont pas les moyens, pas le temps, pas accès, dans tous les sens du terme d'ailleurs, à une alimentation de qualité, nous avons le luxe de faire ce choix. Et moi, demain, j'ai envie que ce luxe n'en soit plus un. Merci Claire. Et sans transition. S'il y a des transitions, attends, là, les préparer. Celle-là, les préparer, s'il te plaît. Anne-Claire. Oh. Moi, ça me concerne pas du tout ce qu'elle vient de dire. Non, mais si, justement, est-ce que tu penses qu'avec ton magasin, tu arrives à toucher tout le monde ou tu constates qu'il n'y a pas tout le monde qui a accès ? Alors, il y a effectivement pas tout le monde, mais moi, je suis étonnée en bien de la diversité de ma clientèle. Et je me suis bien plantée dans mon étude de marché au niveau de la cible. C'est-à-dire, concrètement j'ai vraiment, honnêtement, de tout. Et parfois, quand on parle des gens plutôt dans une situation de précarité, ils sont là quand même. Tu sais quand ils ont un bébé. Et moi, je trouve ça une super image. Ouais. J'ai l'impression que là, on a le même cerveau, quoi. Je fais, ok, ils ont compris. Enfin, voilà. Vous voyez, juste, je pense pas que je vais détailler plus que ça, mais je trouve ça magnifique. Enfin, quand elle est enceinte et puis quand elle a un bébé, et du coup maintenant je sais comment on fait des panades. Petite parenthèse, mais du coup elle refait son étude de marché, elle met que des femmes enceintes. J'avoue, belle petite cible. C'est une bonne question. Est-ce que c'est vrai que t'as beaucoup de cette clientèle-là ou pas ? Beaucoup. Maintenant, on a pas mal.
Franchement, ça, on a beaucoup, mais j'ai eu par après. J'ai pas eu dès le début. Après, les débuts avec le Covid ont été... Moi, j'ai eu un début en 2020 et j'ai eu un renouveau en 2023 aussi. Hein. Donc, 2023, c'est un peu plus l'idée que j'avais à la base qui est actuelle et qui est présente maintenant. Mais oui, donc la cible, j'avais vraiment ciblé un 25-40 ans, femme. Alors, on a aussi ça, mais c'est vraiment pas c'est pas le principal. J'ai aussi tous les gens du quartier que j'avais pas du tout pensé. Donc là, ils viennent plus pour le côté épicerie. Le petit magasin à côté, l'accessibilité. J'ai celui qui vient de loin chercher du bio. Quand je dis de loin, c'est peut-être même de la ville d'à côté. Donc normalement, voilà, tu fais pas ces kilomètres-là non plus. J'ai celui qui vient pour le local, notre concept. J'ai les gens convaincus comme moi. Et après, j'ai tous les gens qui viennent entre guillemets parce qu'on se connaît. Et voilà, mais qui au final, au fur et à mesure, elle avait pas tort quand même, c'est quand même bien meilleur ce truc-là. Donc, je devrais une fois refaire vraiment ma cible, enfin pas ma cible, mais analyser vraiment toute la clientèle et j'essaie un peu avec ma carte de fidélité, on arrive un peu à voir qui sont les gens, mais donc, je sais plus c'était quoi la question de base. C'était du coup, est-ce que en termes, ce que tu vois une accessibilité, est-ce que tu vois que t'es moins accessible ou plus accessible? Ouais, voilà, c'est ça. Donc le côté, il y a quand même, je pense, dans la précarité. Tu as répondu indirectement parce que c'est un peu entre guillemets l'évidence. C'est à le côté, il y a une espèce de barrière culturelle en fait. Oui. Qui est c'est pas pour nous, c'est un truc de bobo à vélo qui ont 4 masters, qui sont riches, qui travaillent parce qu'ils travaillent pas, ils ont des loyers et donc ils vivent tranquilles, ils peuvent s'acheter du bio. C'est un peu la croyance voilà, il y a comme eu des figures de proue de certains partis politiques de gauche qui à un moment donné ont tenu des propos disant comme si c'était un poulet bio était inaccessible. Voilà, et donc je crois donc c'est mieux d'acheter un truc bourré de trucs. Voilà, c'est ça. Donc si t'as pas les moyens, mange mal, c'est ça. Alors qu'en fait, il y a la question de manger mieux, je pense qu'on l'a évoqué tantôt. Et ça rejoint la question aussi, et c'est aussi la raison pour laquelle je voulais la poser aux questions, est-ce que ça coûte cher de manger local? Et en fait non, c'est juste manger différemment. Et donc c'est ça que du coup les gens dans la précarité ou pas, en fait on l'accès si eux c'est juste un moyen de penser, enfin une pensée différente quoi pour passer les portes du magasin. Mais c'est souvent le biais le plus compliqué à transformer parce que quand on a cette culture et même c'est la culture familiale où tous les vendredis on va faire ceci, on va faire cela, changer cette mentalité c'est vraiment très en tout cas dans l'étude c'était ce qui était plus difficile à faire parce que si on a un magasin à côté donc c'est pratique et si on a les moyens, voilà, le reste est peut-être un peu pas quoi que non en fait pas du tout parce que l'accessibilité financière pour moi il y en a quand même qui prennent leur voiture pour aller dans le magasin qui est plus loin aussi que chez eux donc et puis c'est une idée de il y a plein de fausses croyances que moi j'aimerais bien casser au fur et à mesure tout en parlant dans des émissions comme ça. C'est un très bon moyen de le faire. C'est le but. Et maintenant, donc, on va avoir une petite transition maintenant, parce que pour raison technique, on n'a pas encore assez de matériel. On va devoir changer de chroniqueur. Et donc, un grand merci, Claire, qui a déjà décidé de partir. Et donc, maintenant, on accueille Nicolas, grâce à la magie du montage. Je n'ai même pas vu le switch. Qui vient à bord pour sa première chronique également. Et donc, mais on va pas enchaîner tout de suite. On va te laisser t'installer. Laisse-moi un petit peu le temps de faire passer la transpiration. C'est ça. Les mains moites. Exactement. Merci. Et du coup, on va repartir sur une séquence un peu plus légère. Voilà, cette fois-ci, je vais l'introduire. Pompier ou policier, c'est ça? Non, tu préfères manger trop gras, trop sucré ou trop salé? C'est la vraie question? Oui. Trop salé. Trop salé? Pourquoi? Le gras me donne mal au ventre. Et je suis pas une très grande sucrée. Je suis de plus en plus, mais je suis pas une très grande fan de sucre. Tu travailles, quoi. J'y travaille. Ouais, moi aussi, j'essaie de plus en plus, mais un peu de glace tous les soirs. Voilà. C'est de l'investissement, tout ça. J'ai un copain qui est très sucré, donc si je veux partager des trucs avec lui, c'est plutôt pour ça. Ah, mais ouais, j'ai une copine qui est plutôt salée et gras, donc c'est bien, on s'entend bien. Autre question, athlétisme ou football? En vrai, athlétisme. Je vais la dire autrement. Tu dois choisir entre les deux. Tu ne peux plus jamais faire l'autre de ta vie. Tu choisis quoi? Athlétisme ou football? Athlétisme. Oh. Non, vraiment. Mais du coup, tu joues au foot?
Mon genou a décidé que je ne jouais plus pour l'instant. Les ligaments croisés. Entre autres. Je fais jamais les choses à moitié. La carrière internationale qui s'arrête. La triplette, ça voyez. passé pro. Ouais, voilà. À mon avis, tu dois avoir une carence dans ton alimentation. Je dois réfléchir. En vrai, tu sais que depuis un an, je regarde beaucoup plus encore à ça et j'essaye de comprendre pourquoi c'est ce genou-là qui a pété. Okay. Mais là, ça part plus dans une philosophie. Une autre émission. Autre question. Tu préfères ne plus jamais boire de moinette de ta vie ou ne plus jamais pouvoir manger de raclette de ta vie? Ne plus pouvoir manger de raclette. C'est ce que c'est pas, oui, il faut trouver un nouveau surnom. Ouais, c'est ça. Merci. Le surnom que vous ne saurez jamais. Non. Parce qu'on n'a pas le droit de le dire. Pourtant, il est chouette. Hein. Et les copains, vous êtes obligés de regarder la course. À 3 millions de likes, on met la chanson. Ok. C'est important de rester raisonnable et humble. Voilà. Alors, autre pratique, parce il se fait que après cette émission, tu vas partir courir, paraît-il. Ouais. Et donc, tu préfères courir sous un cagnard de feu en pleine ville ou dans la boue, sous la drache à la campagne, mais pieds nus. Deuxième option. Deuxième option. J'ai pas retenu toutes les contraintes que tu me mettais, mais vas-y, c'est pour celle-là. En gros, de l'eau. Autre question, tu préfères le meilleur café d'Amérique du Sud ou une chicorée produite dans le champ d'en face? Eh bien, tu me l'aurais posé il y a 3 mois, je t'aurais dit le meilleur café d'Amérique du Sud quand même. Mais attention, placement de produit. Mais je limite le café pour les effets néfastes de la caféine depuis un petit temps. Et du coup, là, on vient de rentrer, tu vas pas me croire, une chicorée au magasin. C'était pas stage, hein, j'insiste. C'était pas fait exprès, c'est pas possible, elle est encore dans les cartons, donc tu l'as pas fait. Le chèque, on s'appelle, c'est ça. C'est ça. Mais donc en vrai, non, vraie question, c'est vrai qu'on a cette tradition de la chicorée. Enfin, moi j'en ai toujours entendu parler, genre c'est le truc pendant la guerre, un peu comme les navets de rutabaga. Ouais. Alors qu'en vrai, c'est pas si mauvais. Hein. Ah non, pour la santé, c'est pas si mauvais du tout. Au goût. Et au goût, ouais. Mais non, tout à fait. Moi, j'ai bu ça quand j'étais petite, parce que j'étais allergique au lait. Enfin, comme tout le monde, entre guillemets, maintenant. Enfin, on ne savait pas, et donc, maman s'est quand même dit, on va pas lui donner du café à 4 ans. Donc, elle m'avait déjà fait passer sur la chicorée. Et voilà. Non, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Mais c'est comme toutes les alternatives, il faut faire à sa manière. Et faut oser, voilà. Faut goûter à tout. Exactement. Et le faire à sa sauce, après, je trouve. Non. Il n'y aura pas de titre, Margot, calme-toi. Alors, tu préfères... Alors là, je suis très fier de ma question. Ok. Travailler toute une journée avec des chaussures de clown qui font pouette ou travailler toute la journée mais sans tes bras? Ah bah les chaussures de clown qui font pouette. Comment travailler sans les bras? Je sais pas, je suis très fier de ma question. Oui. On prendrait bien un peu de jambon, ouais. J'avais la même idée. Ça vous dérange pas Voilà, mais donc on voit que c'est important. Ses bras. Bah ouais, je suis chaud. Pourquoi après on me les enlève? Comment ça se passe? Mais donc j'attendrai la journée spéciale clown à Croquis Local. Il doit y avoir une journée en plus. On va lancer la journée du clown. Écoute, ça me paraît être le bonjour. Ouais. Et une excellente manière d'introduire notre nouveau chroniqueur. Ah. Ça va, Nico? C'est moi? C'est à toi. Et merde. Et donc, Nicolas qui va nous parler de la bouffe avec les jeunes. Les jeunes, les ados. Alors, depuis tout à l'heure, on parle de manger sainement, bio, local, etc. Tout ça, c'est bien beau, ça fait rêver, mais dans notre société, ne reste-t-il pas quelques groupes d'irréductibles gaulois, de personnes qui n'ont pas encore bien compris le concept de bien manger? Je parle évidemment de nos petits chérubins bourgeonnants d'acné, parfumés à l'odeur sauce bolognaise et généralement ornés par le passage d'une voie ferrée permettant de camoufler une hygiène buccale souvent négligée. Je sais de quoi je parle. J'ai le droit. Je parle bien sûr des adolescents. Luca, mon frère de 14 ans, ouvre bien tes oreilles, cette première chronique t'est directement dédiée. Alors les ados mangent mal, ça c'est pas moi qui le dis, c'est l'Organisation mondiale de la santé, et ouais, rien que ça, qui rajoute même que les ados mangent de plus en plus mal, à croire que, comme on le dit souvent, avant c'était mieux. Bref, j'ai pas la réponse, mais par contre j'ai le rapport de l'OMS sur les comportements alimentaires des adolescents, publié l'année passée, de 53 pages, écrit uniquement en anglais, autrement dit je ne l'ai pas lu. Par contre j'ai trouvé un article qui résume très bien l'entièreté du rapport, publié cette fois-ci par les Nations Unies.
Et oui, en ce moment, entre le génocide à Gaza, la guerre en Ukraine, Trump aux États-Unis, Bruno Retailleau en France, la montée de l'extrême droite en Europe, etc., l'ONU trouve le temps de rappeler à nos adolescents préférés qu'ils bouffent de la merde, et ça, c'est vachement cool. Bref, revenons à ce qui nous intéresse dans cet article, c'est-à-dire la santé de nos tendres adolescents. Là-dessus, l'ONU est claire, nous sommes en face d'une situation critique. Pour la faire courte, les ados mangent trop de sucre, trop de chocolat et pas assez de fruits et légumes. Vilain. Résultat, en Europe, c'est 1 ado sur 5 qui est en surpoids ou obèse. Chez nous, l'Observatoire de la santé du Hainaut balance des chiffres qui font froid dans le dos. Seulement 17% des 10-17 ans mangent quotidiennement des fruits et légumes. Mais où va-t-on ? Dans cette même étude, on retiendra que 72% des ados qui mangent correctement reconnaissent que c'est grâce à leurs parents. Et en parlant de parents, revenons au rapport de l'OMS qui ne fait pas que taper du sucre sur le dos de nos petits jeunes. Il met aussi, et là c'est important, en relation les revenus du foyer et l'accès à l'alimentation. Le constat est simple, ce sont les foyers les plus favorisés qui mangent le mieux. Plus le revenu serait élevé, plus la table à manger serait garnie de fruits frais, de légumes récoltés à l'aube et d'assiettes ne contenant que très peu d'additifs et d'édulcorants. Dernière chose intéressante dans le texte de l'OMS, l'OMS donne 4 moyens pour faire face à cette problématique. Réglementer le marketing alimentaire, promouvoir une alimentation saine, augmenter l'activité physique et lutter contre les inégalités sociales. En d'autres termes, sécuriser le Proche-Orient, pas de problème, c'est comme si c'était fait. Pour ceux qui ont le rêve. Alors c'est vrai que tout à l'heure je plaisante un tantinet sur le sujet, mais rappelons quand même qu'avoir une mauvaise alimentation, c'est surtout s'exposer à un tas de maladies et autres problèmes de santé pas très chouettes. Claire l'a rappelé tout à l'heure. Alors même si c'est aussi vrai qu'on n'est pas toujours pleinement responsable de son assiette, on peut toujours faire plaisir à sa santé avec des petits gestes au quotidien comme finir ses légumes. Luca, t'as plutôt intérêt à finir ton assiette, bonhomme. Merci de m'avoir écouté. Merci à toi, Nicolas. Merci. Et donc on retiendra qu'il faut bouffer ses légumes. Et du coup, on a quasi fini les fraises là. C'est bon. C'est un fruit, hein, ça. J'ai pas osé le dire. On va jouer à ça. Alors, je tiens à souligner que c'est une appellation culinaire et donc si je considère que c'est un légume, je peux. Allez, continue. Non, j'en sais rien en fait. Je ne sais pas. Ça m'a complètement perdu ça. Désolée. Mais j'ai aussi tilté, il va dire fruits après. Mais oui, mais voilà. Donc c'est important de manger ses fruits et légumes. Merci Nicolas pour cette transition. Mais pas de souci. Et donc dans cette après toutes nos belles discussions, Anne-Claire. Et face à tout ça, on a un peu balayé le sujet largement sur l'accès à l'alimentation, sur finalement aussi la réalité d'indépendants, la réalité des producteurs, un peu le monde dans lequel on est. Voilà. Si toi, tu avais une baguette magique qui pouvait te permettre d'exaucer un vœu, un truc, mais voilà, quel serait ce vœu ? Que tout ce que j'ai en tête par rapport à tout ça, parce que là je pense qu'on a évoqué plein de choses et en même temps qu'un quart du dixième de tout ça. Elle va tricher. Ouais. Elle va dire que tout ce que j'ai en tête se réalise, mais du coup c'est pas un seul vœu. Non, que tout ce que j'ai en tête puisse être, par rapport à l'alimentation, puisse être dans la tête de chacun. Et qu'après chacun fait ce qu'il veut dans ses achats. Que la prise de conscience soit là et que tout le monde à ce moment-là puisse se dire ok, maintenant je choisis en pleine conscience. Parce que j'ai l'impression qu'on discute toujours avec ceux qui sont déjà convaincus. Les plus belles discussions, c'est avec mes maraîchers quand je vais chercher mes trucs. Mais oui, ils le savent déjà. Et on connaît pas assez de monde entre guillemets. On a une page Facebook, mais pour parler de tout ça, tu vois. Donc. Ok, c'est parfait parce que c'était tout l'enjeu de ta venue aujourd'hui. Ouais, voilà. C'est tout l'enjeu de cette émission aussi. C'est tout l'enjeu de ce qu'on fait maintenant, de pouvoir juste donner la parole, faire du bruit pour pouvoir se faire entendre et qu'en fait, finalement, tout ce qu'il y a dans ta tête soit dans la tête de tout le monde. Voilà. Et ça, c'est merveilleux. J'ai pas tout dit, hein. Mais on pourra te réinviter. Y a pas de souci. Mais oui. On pourra discuter. Je suis sûr qu'il y a encore moyen de faire le tour du sujet encore. Mais voilà, on est arrivé au bout de cet épisode sur la bouffe, la bonne bouffe. Et donc, merci à toutes et tous d'avoir suivi cette émission et surtout merci à l'équipe de la préparation, du suivi, parce qu'il y a plein de gens, vous les voyez pas, mais ils sont là. Ils sont pas toujours là non plus, ils sont ailleurs, ils sont au montage. Mais voilà, c'est un projet bénévole qui demande beaucoup d'énergie et il y a beaucoup de gens. Un grand merci à eux, merci à vous. Merci Anne-Claire, merci Marco, merci Nico. Louis. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Et à bientôt. À bientôt. À bientôt. Salut.